Je m'appelle Owen Simonin, j'ai 24 ans, je vulgarise les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, et donc toutes les différentes applications qui viennent de la blockchain, les NFT, la finance décentralisée, et j'essaye de dédiaboliser un petit peu ces termes barbares pour expliquer simplement, concrètement, c'est quoi et comment ça marche. On a demandé à Asher d'expliquer ce qu'est un NFT en 3 niveaux croissants de difficulté. Vous me direz si vous comprenez jusqu'à la fin ou si vous êtes complètement largué, je suis très curieux. Alors, il faut que tu m'expliques, parce que moi, les NFT, j'ai rien compris. Tu vois, il y a beaucoup de choses numériques qui ont de la valeur. Un logiciel, on peut payer pour accéder à un film, accéder à une série, accéder à quelque chose de numérique, de virtuel, mais qui a de la valeur parce qu'on a envie de le consommer, on a envie de le regarder, on a envie de profiter de ça. Le problème, c'est que c'est pas rare, c'est pas unique. Comme tu le sais, une image, on peut la copier, coller à l'infini, on peut la multiplier. Eh bien, les NFT, c'est une technologie qui a permis de créer de la rareté. Et même si c'est une image, même si c'est virtuel, même si c'est numérique, on peut vérifier est-ce que c'est bel et bien la toute première pièce, et on peut vérifier est-ce que c'est bien telle ou telle personne qui l'ont émise ou qui l'ont créée. Comment tu crées cette rareté sur Internet ? Un petit peu comme Mona Lisa, n'importe qui peut venir faire une photo et avoir une fausse version de Mona Lisa. Dans la vraie vie, c'est des experts qui vont vérifier l'origine et être sûr que c'est bien la pièce unique qui est aujourd'hui au musée. Eh bien, dans le numérique, on a besoin d'un référent qui vient certifier l'unicité, l'originalité de la pièce qu'on a entre les mains. Eh bien, c'est parce que cette pièce, et le fait qu'elle a été créée par Monsieur A à tel moment et que c'est bien la pièce qu'on a sous les yeux, même si elle est numérique, elle est inscrite sur la blockchain. Et c'est la technologie de la blockchain qui est un registre. Imagine ça comme un livre dans lequel on écrit tout, mais on ne peut rien effacer. Alors, les NFT, je vois ce que c'est, mais j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent payer autant pour avoir un singe en pixels, et j'ai du mal à voir où est la révolution dont tout le monde parle. Alors sur le fait d'acheter très très cher un NFT, quelque chose de numérique mais d'unique, je suis globalement con. Pourquoi ? Parce que c'est un effet de mode. Ça veut pas dire que le NFT va pas changer le monde, ça veut pas dire que la technologie est pas très intéressante. On vient de trouver un moyen de créer de la rareté dans le numérique, c'est quand même quelque chose de fou, et les possibilités sont infinies. Par contre, aujourd'hui tout le monde profite de cette tendance. Un petit peu comme Internet au départ, on a eu la bulle d'Internet, Ils avaient raison, Internet allait changer le monde. Mais il a fallu 30 ans pour Internet pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tout le monde fait des NFT, on prend une simple image d'un chien coloré qui brille, phosphorescent la nuit, et on la met en NFT, du coup ça vaut une fortune. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le NFT va permettre de faire énormément de choses. Par exemple, on pourrait prendre un passeport et le rendre totalement numérique, le donner à un propriétaire qui est le propriétaire de ce passeport, et on n'aurait plus besoin de rien d'autre pour s'identifier partout. On a juste besoin d'avoir son NFT sur soi et ça peut donner de la donnée. De la même façon, on se connecte sur Facebook, on est obligé de donner un mot de passe, un email qui peut être réutilisé ailleurs, et si tu avais un NFT qui conservait toutes tes données, et que du coup Facebook te demandait des accès, tu te connectes, tu utilises ton fameux passeport numérique, et là Facebook te dit moi j'ai juste besoin de vérifier ton identité pour être sûr que tu es le propriétaire, et que tu es bien majeur parce que tu veux aller sur tel et tel accès où seuls les adultes peuvent. Et bien là, ça va uniquement te demander les données sans avoir à tout revérifier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de NFT. Les NFT artistiques, là pour le coup, c'est le monde de l'art. Je pourrais trouver certaines œuvres artistiques NFT ridicules, mais il y a quand même un mec qui a collé une banane à un mur avec un bout de scotch et il a vendu ça à des centaines de milliers d'euros. Donc j'avais déjà un petit peu de mal avec l'art à la base. Par contre, il y a les NFT utilitaires, ceux qui rendent des services, ceux qui peuvent permettre de régler des problèmes du monde de la vie de tous les jours, et pour moi, les plus beaux usages n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui. On peut aller voter directement, à distance, juste en saisissant son NFT, prouver notre identité, et donc, sans avoir à utiliser sa voiture qui consomme de l'essence, utiliser son NFT et pouvoir faire un vote. Et du coup, prouver notre identité à distance de façon numérique et de façon inviolable grâce à la blockchain. Et ça c'est sûr, on est certain qu'il n'y a pas de faille. Il y a toujours une faille. Le truc, c'est que si c'est bien maîtrisé avec une bonne responsabilité, c'est très très complexe. À tel point que, alors on est au début, mais il y a des gens qui pourraient te demander une preuve d'empreinte digitale, une preuve de liveness, donc scanner ton visage et être sûr que ton visage est vivant, et valider ces deux premières informations en plus d'un mot de passe et en plus de ton NFT. Là, ce que je suis, ce que j'ai, ça commence à être compliqué à contrefaire. C'est une technologie qui va permettre, avec une certitude quasi absolue, d'authentifier la personne à la base. Il y a toujours une faille, un jour ou l'autre, mais on commence à avoir différents facteurs qui font qu'on peut avoir un vrai gros niveau de sécurité sur cet accès. Hier soir, je suis allé boire un verre avec un pote et il m'a dit qu'il avait commencé à jouer à un jeu avec des NFT. Donc en gros, son personnage principal, c'est un NFT. Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'est-ce que viennent faire les NFT dans le jeu vidéo, et plus globalement, comment les NFT peuvent révolutionner le monde. Alors du coup, pour moi, il y a deux types de choses. Il y a les moments où ça va faire évoluer,
et les moments où ça va révolutionner. Là où ça va faire évoluer, c'est par exemple, d'habitude, ton fils il t'appelle, il te demande ta carte bleue, il fait 200 € de skin sur Fortnite, il a envie de jouer à un autre jeu, c'est terminé. Et donc tu perds à tout jamais tes skins League of Legends, tu peux revendre ton compte mais c'est illégal, enfin, tu te retrouves perdu. Ou alors il y a un autre modèle dans lequel chaque skin c'est un NFT, et quand ton fils il a envie d'arrêter, tu lui dis y a pas de souci, mais d'abord tu revends tes NFT, d'accord, tu me rends les 200 € que je t'ai donné, puis après tu pourras aller sur un autre jeu et je t'achèterai ce que tu veux sur l'autre jeu. Ça c'est une évolution. On va pas vivre mieux avec un truc comme ça. Après tu peux avoir des révolutions, un truc qui n'était pas possible avant. On est dans Fortnite, t'as Travis Scott qui fait un concert, il fait tomber une arme énorme, tous les joueurs sautent sur un monstre parce qu'ils savent que quand le monstre est mort, il y a une arme qui tombe dans le jeu, et le joueur qui reçoit l'arme, eh bien en fait il reçoit le NFT et il recevra un message de Travis Scott le lendemain avec l'adresse pour le rencontrer, pour aller boire un café avec lui. Ça c'est une révolution. Et du coup, les NFT, de ce que je comprends bien, c'est sur un smart contract. Ça va vraiment dépendre, il y a différentes formes. Smart contract, c'est un moyen d'automatiser un certain fonctionnement. Et les NFT permettent de faire beaucoup de ces automatismes. Et par exemple de dire, si il se passe ça, alors le NFT donne tel ou tel accès. Le truc qui est intéressant, c'est que on arrive à identifier tous les problèmes, et pour la première fois, on a levé les verrous techniques. On sait que c'est faisable. Maintenant, celui qui arrive à dire, bon, on sait qu'on peut mettre une identité dans un NFT. Mais le jour où ce sera le cas, sur une blockchain totalement écologique, que ce soit reconnu par un gouvernement, et qu'on ait réussi à mettre un process avec des bonnes practices en mode vous devez avoir un bon code, vous devez avoir en plus de ça votre pièce d'identité ou alors quelque chose qui vous est propre, et en plus de tout ça vous devez prouver avec votre liveness que vous êtes bien la personne liée au NFT. Mais le truc qui est sympa, c'est que la blockchain pourra peut-être tout faire. Elle pourra checker tout ça et rendre tout ça cohérent. Donc en gros, j'aime bien dire qu'on a trouvé la caisse à outils. Maintenant, on n'a pas encore pensé les meilleurs usages et ce qu'on va pouvoir faire de réellement pertinent avec. De ce que j'ai compris, quand on met un contrat sur la blockchain et que ce soit NFT, tout ça, tout le code devient public automatiquement. Tout à fait, si la blockchain est publique. Et du coup, dans le process que tu disais, est-ce que tu penses qu'on peut rajouter du coup des vérifications de sécurité en disant voilà, il faut coder proprement, mais il faut aussi qu'il y ait des experts en sécurité qui arrivent et qui disent le code, moi je certifie que voilà, il n'y a pas de faille de sécurité, il n'y a pas de faille logique comme on a pu voir dans le passé où ils ont réussi à exfiltrer énormément d'argent sur certaines blockchains. Du coup, est-ce que tu penses que ça on peut le rajouter dans ce process ? Alors, le rajouter, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a de l'audit, il y a de l'être humain. Par contre, je sais que par exemple, pour proposer des NFT aujourd'hui, tout le monde utilise le même contrat type open source. Parce que du coup, comme il a été utilisé par beaucoup de monde, qui a déjà eu des millions et des millions d'euros dessus, on a eu une incentive économique au hack. C'est comme le réseau Bitcoin. On dit que c'est le réseau le plus sécurisé de tous. Pourquoi ? Parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il y a toujours eu beaucoup d'argent à gagner, donc un vrai risque ratio pour les hackers très intéressant. Et à chaque fois qu'on a trouvé une faille dans le passé, on l'a patché. C'est ce qui fait qu'on est sur une version robuste, parce qu'on est sur une V et je ne sais combien de milliers du protocole, si tu veux. Eh bien, c'est ce qui fait que non seulement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent les mêmes contrats, et donc quelqu'un qui veut lancer ses petits NFT dans son coin, il a tout intérêt à utiliser le contrat le plus utilisé au monde et qui a été le plus audité. Ça veut pas dire qu'on trouvera pas un 0D demain, mais ça veut dire que si elle a été trouvée, déjà ça concerne tout le monde. Ensuite, tout le monde sera d'accord pour patcher rapidement et trouver une solution, et comme c'est la blockchain, ça reste totalement transparent et tout le monde se rendra compte en fait. C'est l'avantage du truc. Par contre, il commence à y avoir des process, des vérifications, et des gens qui mettent une certaine norme ou un processus de mise en ligne pour avoir un minimum de sécurité, oui. Mais pour le coup, il y a déjà eu des exemples où, si je dis pas de bêtises, sur Bitcoin, en 2013, dernière intervention de Satoshi Nakamoto, son créateur, avant qu'il disparaisse totalement sur Internet et que ce ne soit plus qu'un pseudonyme souvenir, il y a eu un problème sur Bitcoin, quelqu'un a réussi à en dépenser plusieurs, et donc là, il y a eu un rollback en fait. C'est-à-dire qu'il a proposé, voilà, moi je propose qu'on revienne en arrière, qu'on réintègre les transactions qui étaient réelles, qu'on supprime la transaction irréelle qui venait créer des millions de Bitcoin, et qu'on apporte un patch à ce moment-là sur tel bloc, comme si on faisait un fork, en fait, on copie les deux histoires en enlevant les faits qui ne nous ont pas plu dans l'histoire originelle, en gardant la nouvelle, en disant voilà, là on a corrigé, donc non seulement il n'y a plus la transaction qui nous a posé problème, mais en plus de ça on a mis un patch pour que ce ne soit plus possible. En l'occurrence c'était une question de syntaxe, ce qui fait d'ailleurs que Bitcoin avait du chemin avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Donc je sais que ça fait partie des débuts de solutions, en attendant ça reste toujours pareil, le mieux c'est quand même un bon audit de code externe, d'ailleurs les gros protocoles doivent donner des certificats d'audit externe, même si rien n'est mieux que le temps et l'argent qu'il y a sur le protocole. Il n'y a rien de mieux que du penetration testing et du white hat pour rémunérer les gens qui font ce hack, pour vraiment avoir une certaine consistance sur ton protocole sur le long terme. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans la blockchain, et c'est ce qu'on appelle du coup l'antifragilité de Bitcoin, puisqu'il est devenu robuste parce qu'il s'est pris des coups toute sa vie en fait. Schopenhauer, le philosophe, disait que toutes les révolutions passent par 3 phases. Ridicule, on n'y croit pas, c'est pas vrai du tout. Parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète, sans câble, c'est impossible. Dangereux, ok. Le téléphone existe,
C'est en train de dire que mes adversaires, mes ennemis, eux peuvent parler en temps réel alors que moi j'envoie encore des oiseaux. Danger. Et évident. Aujourd'hui, on se parle à l'autre bout de la planète, d'un coup, une seconde, on prend son téléphone, on est capable de parler à quelqu'un. Eh bien, je pense que c'est pareil pour la blockchain et pour les crypto-monnaies. Il s'agit d'une surcouche technologique, donc ça va toucher tous les domaines, un peu comme Internet. Ça va toucher le sport, la communication, la musique, les finances, l'économie, tout. Pour finir, un jour, on l'aura dans notre poche de façon évidente, tout comme vous utilisez Internet aujourd'hui pour regarder cette vidéo, et pourtant le protocole TCP/IP qui est la base même d'Internet, ben vous le connaissez peut-être, pour ne pas dire sûrement pas. Le langage qui est utilisé pour coder sur la blockchain et dans la finance décentralisée s'appelle Solidity. Et il y a autant de développeurs qui le maîtrisent que de pauses dans une phrase d'Asher. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment pas beaucoup. Mais si vous voulez une formation certifiante en 12 semaines, il y a nos partenaires Alira qui en commencent une très bientôt. C'est la seule école blockchain française. Ils ont 3 cursus complètement à distance pour être formés par les meilleurs. Vous aurez des cours parfaitement à jour, faits main dans la main avec les acteurs de l'écosystème et un accès à leur fameux Discord privé, le tout potentiellement finançable. Ils font un live demain lundi à 18h30 pour tout vous expliquer, je vous laisse le lien dans la description. Et sinon, vous pouvez aller découvrir le truc improbable qui est arrivé à Asher après son braquage. C'est dans cette vidéo.